se trouve où exactement ici? Alors donc nous sommes au Roque-la-Tour, c'est un lieu-dit, le Roque-la-Tour, c'est un restant de moraine en fait, c'est-à-dire à l'époque où tout était gelé ici et où il y avait des mammouths. Il y avait des mammouths ici? Ah bah oui, il y en a eu. Bon, alors je les ai pas vus personnellement, mais il y en a eu quelques-uns. Voilà, mon grand-père a dû chasser un peu, je pense, le mammouth. Non, mais sérieusement, donc à l'époque glaciaire, ici c'était gelé, c'était un glacier, et donc là on est sur un résidu d'un glacier. Ça, géologiquement, c'est ça qui se passe. Donc, et voilà, il y a des éboulis rocheux très très forts, et puis on appelle un chaos, c'est ça? C'est un chaos, voilà, on est sur un chaos. Et puis il y a des résidus. Aussi de rochers extrêmement spectaculaires là, qui sont restés. Et surtout, ce qu'il faut savoir ici, c'est que donc, le Roque-la-Tour, c'est un endroit qui a toujours attiré du monde. On a retrouvé ici des petits morceaux de schiste qui ont été gravés par des hommes préhistoriques. Alors ils gravaient dessus des animaux. Et visiblement, ils balançaient ça au pied de ce qu'on appelle maintenant les tours du Roque-la-Tour, qui ne sont pas des tours, qui sont en fait des élévations rocheuses, c'est tout. Ils jetaient ça au pied du truc là. Des et offrandes, quoi. Probablement, c'est ce qu'on imagine, qu'il s'agissait d'offrandes pour avoir une chasse. Donc on a retrouvé des rennes gravées, on a retrouvé principalement des rennes. Et des bisons, voilà, gravés, donc on chassait le renne et le bison quoi ici. Alors évidemment, les lieux qui ont une force pareille esthétique donnent naissance à des légendes, comme souvent en Ardennes. Donc la légende du Roque-la-Tour, c'est qu'il y avait en bas, donc ici nous on surplombe la vallée de la Semois. Donc il y a le Semois qui passe en dessous et on est au-dessus des villages d'Aulmé, Tournavaux, voilà. Et il y avait en bas dans la vallée un fermier, donc quelqu'un qui possédait une ferme et quelques vaches. Ce fermier avait un fils, mais il n'était pas bien riche, quoi. C'était vraiment voilà. Et puis ce fils était amoureux d'une fille qui, elle, était un petit peu plus riche. Et du coup, cet amour impossible, cet amour était impossible parce que justement, le fermier n'était pas capable de fournir suffisamment d'argent pour épouser cette fille-là. Et donc, voilà. Les parents s'opposaient au mariage, en particulier évidemment les parents de la jeune fille. Ouais. Et alors ils se voyaient, ils avaient des rendez-vous d'amoureux comme ça, un peu dans les bois, un petit peu en dessous, dans le coin de la Roche-au-Corpia, par là. Un jour, le garçon était vraiment désespéré, alors il part se promener dans la forêt, etc. Et puis il rencontre un personnage étrange qui lui dit « Mais moi je peux arranger ton problème, je peux faire quelque chose pour toi, je peux te rendre riche et je peux faire que tu réussisses à épouser ton amoureuse. » Là, alors voilà, il l'a rendu riche. Enfin non, il ne l'a pas rendu riche. Il lui a dit, voilà, c'est très simple, avec une goutte de ton sang, tu vas signer ce petit papier. On voit le personnage. On voit le genre de personnage, évidemment. Alors évidemment, l'autre, il ne s'est pas méfié. Il a dit, oh bah allez, je vais signer, tiens. Enfin vraiment, alors vraiment un débutant, quoi, autrement dit. Parce que n'importe qui se serait méfié. Mais lui, non, il ne se méfie pas. Il dit, non, mais je vais signer. Et l'autre lui dit, voilà, en échange de cette signature, moi, je vais te construire un château qui sera autrement plus beau que la ferme... Que la ferme du père de ton ami. Et donc, en une nuit, avant le chant du coq, j'aurais construit un château. Et alors, on sait bien que les maléfices, tout le monde a bien compris que ce personnage, évidemment, c'était la figure du diable. Et les maléfices, évidemment, doivent être terminés avant le chant du coq. Donc, il s'agissait que ce soit fini avant le chant du coq. Et puis, à un rendez-vous secret, un rendez-vous d'amoureux, là, comme ça... il dit justement à sa petite amie, eh bien voilà, moi je vais bientôt avoir un château, tu vas voir bientôt sur les hauts, là-bas il y aura un château et ce sera autre chose que la baraque prétentieuse de ton père, tu vas voir, etc. Et puis la fille quand même se dit, mais comment un château? Oui, demain j'aurai un château. Et là elle comprend qu'il y a quelque chose d'étrange, de pas normal. Elle redescend au village, lui dit, je vais voir comment se construit mon château. Et elle, la nuit tombe et elle est au village et là, elle voit au-dessus des lueurs et elle entend un bruit infernal, ça fait un bruit dans la vallée vraiment terrible. Ça la réveille la nuit et elle voit toutes ces lueurs dans le ciel et là elle comprend qu'il se passe quelque chose de vraiment pas normal et elle fait ce qu'on fait dans ces cas-là en Ardennes, elle va réveiller la Macrale. La Macrale,
La macrale, c'est une macrale, c'est-à-dire que ce n'est pas une sorcière. Les sorcières, c'est les gens qu'on brûlait en les accusant de tous les maux. C'est une conception complètement chrétienne. Là, il ne s'agit pas d'une conception chrétienne, il s'agit d'une macrale. Donc la macrale, c'est quelqu'un qui est capable de faire le bien comme le mal. C'est quelqu'un qui a des connaissances dans la nature, c'est une espèce de, comment peut-on appeler ça, un genre de chaman, de rebouteuse, de chaman, de druide. Enfin, c'est quelqu'un qui a des connaissances comme ça. Et donc elle réveille la macrale. Et elle lui dit, regardez, il se passe quelque chose. Et alors, il a passé un pacte, je suis sûr qu'il a passé un pacte avec le diable, etc. Alors, il y a un tas, on raconte qu'il y a un tas de verbouques, de nutons, enfin d'animaux en tout genre, qui se sont mis à construire le château ici, et qu'on construisait, ça allait grand train. Et qu'on était sur le point quasiment de voir le château terminé. Et la macrale dit, oui, effectivement, il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose. Et elle dit... Simplement à la jeune fille, elle lui dit, lorsque tu verras une poule, pousse-la dans le poulailler. Et la macrale rentre dans la maison, on entend du bruit, elle remue des gamelles, tout ça, on l'entend qui touille, on entend qu'elle marmonne toute seule dans sa barbe qu'elle n'a pas. Et elle tourne. Et de la maison ressort une poule noire. Une poule noire. La jeune fille fait ce qu'on lui a dit de faire, elle prend la poule, elle la pousse dans le poulailler. Et la poule va réveiller le coq. Et elle va faire du charme au coq. D'accord. Carrément. Donc, et en pleine nuit, le coq ouvre un œil. Qu'est-ce que c'est? Oh, une poule. Tiens, je la connais pas. Oh là là, dis donc, elle est rudement belle. Et paf, le coq, cocorico! Il chante en pleine nuit. Et là, le diable qui était sur le point de poser la dernière pierre, il avait voulu garder cet honneur. Il entend le coq qui chante. Et évidemment, il sait qu'il a perdu son pari puisqu'il n'a pas posé la dernière pierre. Et là, puisqu'il a perdu son pari, de rage, il écroule le château qu'il avait construit ici, et voici les restes du château. On peut voir les pierres qui ont roulé le plus loin, ont roulé dans la semois et ont donné naissance à ce qu'on appelle les rapides de Fades. Donc les rapides de Fades sont aussi des pierres du château, les mêmes qu'ici en fait. J'ai envie de te poser une question, c'est quelle part l'imaginaire a dans ta vie, a comme place dans ta vie de tous les jours, et éventuellement on peut raccrocher ça justement au lieu où on parlait tout à l'heure, l'Ardenne. Pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, ta région finalement? Oui. Quelle part l'imaginaire a dans ma vie? Énorme. Évidemment, de par mon métier, déjà, je suis beaucoup dans des... J'ai à imaginer pas mal de choses. Il se trouve que j'écris aussi des choses, donc il faut bien que je les imagine. Mais surtout, je dirais, l'imaginaire ardennais, il a quelque chose de... c'est pas quelque chose de décoratif, c'est surtout ça que... Enfin, c'est pas un imaginaire... Parce qu'on imagine toujours, oui, l'Ardenne, ah oui, alors il y a des nutons, alors il y a des fées, alors tout de suite, ça va être... folklorique. Ça va être folklorique, un peu, ouais. C'est pas du tout quelque chose de folklorique, cet imaginaire-là, il est quelque chose de beaucoup plus ancré. Je me sens d'une culture issue de cet imaginaire, comme certains vont se sentir... Enfin, par exemple, j'avais un problème, un petit problème quand j'étais à l'école, c'est que je me suis rendu compte qu'on m'enseignait de la mythologie grecque et latine. Je n'avais rien contre, je trouve ça tout à fait chouette, c'est de très jolies histoires, j'aime beaucoup, mais j'avais l'impression que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je voyais autour de moi, à ce que je ressentais. Par exemple, il y avait justement... de par la profondeur de la forêt, de par le côté froid, le côté... on est quand même... en Ardennes, on est quand même dans quelque chose d'assez rugueux, d'assez typé nord, quoi. On est presque, je dirais presque... On est beaucoup plus proche du point de vue de l'esthétique et du point de vue de ce qu'on peut sentir dans les bois, de quelque chose qui viendrait de la Scandinavie. Que de quelque chose qui vient de la Méditerranée, de la Grèce et du côté latin. Quoi. Et donc me manquait en fait ce côté légende qui n'était pas enseigné à l'école, puisque à l'école française, on apprend la mythologie grecque et latine, mais certainement pas les mythologies germaniques et celtes. Et or, il se trouve que la mythologie ici est ce que génère la forêt, ce que génère le lieu, est une mythologie germanique et celte. Donc il a fallu que je la découvre par moi-même petit à petit. Et là, cette mythologie,
Mhm. Cette mythologie et cet imaginaire se met à résonner fortement avec le lieu et donne une explication, un sens Ouais. à ce qu'on voit, beaucoup plus que la mythologie grecque et latine, Ouais. contre laquelle je n'ai rien au demeurant, C'est autre chose. mais c'est autre Moi, chose. dans mon voyage, justement, je suis allé en Belgique et j'ai l'impression que les Belges, ils sont encore plus authentiques que nous de ce côté-là. Ah, sans Au doute, niveau ouais. des petits rituels, je vois par Ah exemple oui. beaucoup de Belges mettre une petite sorcière dans leur maison, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, pour ouais, porter bonheur. Et ouais, j'ai ouais. trouvé que c'était plus fort encore. Ah, Plus mais, que les Belges. mais ça reste très vivant. En Ouais. plus, alors, comment appelle-t-on les traditions populaires en Belgique sont restées beaucoup plus Oui, il y a fortes beaucoup d'événements qu'en là-bas. Wallonie, ouais, beaucoup plus fortes que ici et viennent vraiment de très 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 loin. Alors, il y a par exemple la plus connue, c'est la fête de la Saint-Hubert, alors Ouais. qui a été christianisée. Et il y avait un culte à Carnounos depuis très très longtemps. Et c'est très étrange, mais quand on regarde la légende de Saint-Hubert qui est fondée sur le cerf, le fameux cerf crucifère, Ouais. ça ressemble quand même étrangement à un culte de Carnounos, quoi. Oui, bah oui, oui, Et oui. puis le fait d'aller bénir les animaux, etc., enfin de donner aux animaux, en gros, euh, euh, la chrétienté ardennaise, en bénissant les animaux, donne une âme aux animaux. Hmm. Ce que la chrétienté ne fait Ne pas. fait pas. On en connaît Ce que pas. la chrétienté romaine, en tout cas, ne fait pas. Ouais. On a gardé l'âme des animaux ici. Enfin voilà, il Il y a un- y a une sensibilité tout à fait particulière, quoi. On sait bien qu'il y avait donc des macrales qui étaient des gens, principalement des femmes, mais aussi des hommes, Mhm. qui étaient des gens qui étaient capables de faire le bien comme le mal, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient une maîtrise d'une certaine science de la nature Ouais. et d'une certaine divination un peu occulte Mhm. qui a disparu, qui a été largement combattue par le christianisme. Voilà, il y avait des gens qui avaient cette maîtrise-là. Il y a encore des gens qui l'ont. Ils sont devenus beaucoup plus rares évidemment, mais ça commence à revenir parce qu'il y a eu cette prise de conscience en fait de ce fond de culture venue de très très loin, venue d'une culture pré-chrétienne en fait, hein. Pour qu'il y ait une pensée et un imaginaire, il faut un lieu associé. Oui, c'est ça. Et que de toute façon d'ailleurs, la pensée et l'imaginaire, même si elles peuvent se rejoindre par certains points, enfin, on sait bien que dans l'imaginaire dans l'imaginaire européen, donc il y a des choses qui viennent de Grèce justement, puisqu'on en parlait, Mhm. et qui vont ressembler à des choses qu'on retrouve ici, Dans les fortement légendes mythologiques dans la grecques, mythologie ça, grecque. c'est pareil. Il y a plein de choses qui peuvent se ressembler. Et alors il y a des choses qui sont plutôt. Alors nous, on est à la limite des airs germaniques et celtiques Ouais, c'est ça. par rapport à l'imaginaire. Ouais, ouais. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut confronter les deux cultures et on s'aperçoit qu'en réalité, culture germanique et culture celtique sont extrêmement proches. Il y a quelques petites différences qui sont d'une grande subtilité, hein, mais finalement, on est sur la même chose et nous, on le ressent très très fort ici. Et moi, je me sens aussi proche culturellement d'un Suédois et d'un Breton. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très proche, quoi. Enfin, après, on a aussi de grandes différences avec la Bretagne et avec. Des particularités. Il y a des particularités, oui, oui. Je pense qu'il y a une rudesse ici qui en Bretagne ne se retrouve qu'au bord de la mer dans les jours de grandes de tempêtes. Là, la rudesse, elle est un peu. Ça reprend un peu d'ailleurs la phrase de Jean-Paul Vaillant. La forêt et la chasse sont à l'Ardenne, ce que la mer et la pêche sont à la Voilà, c'est Bretagne. ça. C'est à la fois quelque chose de extrêmement rude et extrêmement doux. Subtil. C'est subtil, oui. C'est subtil, c'est rude et doux. C'est un des rares endroits où on peut encore se perdre. Parce que des forêts où on peut encore se perdre, à part dans les montagnes maintenant, il n'y en a plus. Ici, on est dans un massif semi-montagneux, on n'est pas dans des montagnes très très hautes. Il y a des endroits justement un peu inaccessibles dans lesquels la forêt n'a pas du tout subi l'influence humaine, puisque comme la plupart des forêts, elle a été exploitée, replantée, etc., etc. Mais elle garde une dimension fortement sauvage.
La forêt est extrêmement pauvre, ce qui fait qu'elle a été exploitée beaucoup pour les habitants. On est dans une des dernières régions en France, il n'y en a quasiment plus, où il y a réellement de la fouache, c'est-à-dire des parts de bois qui sont données aux habitants pour qu'ils fassent leur bois. On est aussi un des rares endroits où il y a très peu de bois privé, ce qui fait que c'est un espace de liberté immense parce qu'on peut aller partout et la forêt appartient à tout le monde. Et surtout, l'empreinte humaine est très peu visible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devient extrêmement précieux en Europe à notre époque parce que des endroits comme ça sont devenus très rares et on les trouve uniquement dans les montagnes maintenant et encore l'empreinte humaine se fait encore voir assez haut jusque dans les alpages. Donc maintenant il reste ici des endroits vraiment de véritable sauvagerie. Et ça... J'aime bien ce terme de sauvagerie. Ah bah oui, mais c'est ça quoi, c'est la véritable sauvagerie. D'ailleurs on se retrouve confronté aux sauvages et à une puissance, une force non maîtrisée, beaucoup plus forte que nous, beaucoup plus grande. Enfin, on se retrouve en connexion avec l'univers. Enfin, on dit, on est en perpétuelle connivence avec les arbres ici. Enfin, connivence, je ne sais pas si c'est connivence, mais on est toujours en cohabitation avec les arbres. Les arbres, ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils poussent en même temps vers le fond, vers le bas, et vers le ciel. C'est la représentation de Yggdrasil, l'arbre de vie, qui représente le monde en fait. Et je pense que ça, le simple fait de penser à ça, de se dire voilà, un arbre ça pousse en même temps vers l'univers et en même temps vers le fond de la terre, rien que ça, c'est déjà une présence, une prise de conscience. Ici, on parle de... Oui, enfin, c'est un terme qu'on utilise de temps en temps, l'océan de verre. Alors en particulier, vue du Roque-Latour, quand on regarde en dessous, on voit de la forêt à perte de vue dans toutes les directions. Quasiment, je dirais pas à 360 degrés, mais parce que derrière, on ne peut pas regarder puisque notre vision est arrêtée par la forêt. Donc effectivement, on voit de la forêt à 360 degrés quand on est au Roque-Latour. Et ça, c'est des choses qui sont rares en général. Quand on est sur un promontoire rocheux et puis qu'on voit de la forêt, il y a de la forêt dans un coin, mais de l'autre côté, on voit une ferme et puis là, on voit je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toujours de l'humain là. On ne voit pas l'humain.